Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. En rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit, quoi que ce soit, sans un jugement conséquent. C'est tout un plaisir de vous retrouver en cette matinée. Le calme qui évoque la paix dans la nature fait toujours présager dans l'entourage des humains quelques sinistres catastrophes, comme si leur état normal était l'agitation, le bruit et la fureur. C'est une pensée de la romancière Hélène Ouvrard à méditer en cette journée du 2 juillet 2020. Bienvenue au tribunal de l'actualité. Je suis Lukman Sanfo, président donc de ce tribunal. Monsieur les juges au siège, bonjour. Bonjour, président Sanfo, bonjour, juge Vaha, bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour, président, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous d'être juge à cette émission du tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation. Et merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre du lundi au vendredi à partir de 8h pour le direct, sans oublier les versions diffusées. C'est à partir de 21h30 pour True TV et 22h temps universel sur Watt FM. La fréquence, c'est 100.8. Nous sommes également accessibles sur la TNT de Burkina Faso, partout, donc sur le territoire national. Alors, ce matin, 3 sujets retiennent notre attention en termes d'analyse de l'actualité. Et nous allons d'abord nous intéresser au processus électoral en cours dans notre pays, le Burkina Faso. Le 30 juin dernier, le chef de file de l'opposition politique, Zéphirine Diabré, était à Saba dans le cadre donc de la sensibilisation pour l'enrôlement des citoyens sur la liste électorale. Et en rapport donc avec cette révision des listes électorales, il a exprimé des soupçons de délit de transparence dans le processus. Et pour cela, il a réclamé un audit international du fichier électoral. Il dit ceci: tant qu'il n'y a pas d'audit international du fichier électoral, il n'y aura pas d'élection. Il dit clairement, en tout cas, de détenir des informations sur l'organisation de fraude de la part du parti au pouvoir. Et il compte donc demander cet audit international. Quel jugement porter à cette sortie du président de l'UPC, Zéphirine Diabré? Dans la deuxième partie de l'émission, on apprend aussi, depuis le 29, c'était un dernier communiqué, du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, le CISC, qui a exprimé son indignation face à des nouveaux cas d'arrestation, va-t-on dire, opérés dans la commune de Tanwalbougou. Et le CISC avait donc exprimé ses inquiétudes. On apprend depuis le 30 juin dernier que les populations ont découvert à la lisière des habitations 7 corps criblés de balles. Et on attend que d'autres personnes seraient également été victimes de torture et se seraient confiées donc à cette organisation. On va y porter un jugement pour ces nouvelles violences repérées dans cette commune du Tanwalbougou. Et puis, si le temps nous permet, on parlera de l'actualité au niveau du Bénin, puisque vous savez que dans sa publication du 29 juin dernier, le journal Jeune Afrique a informé qu'une nouvelle tentative de coup d'État aurait été déjouée, en tout cas au niveau du Bénin, et qu'une quinzaine de personnes a été interpellé. Et on a eu par la suite une sortie du porte-parole du gouvernement béninois qui a réagi pour reconnaître l'arrestation d'individus, mais précise que pour l'instant, rien ne confirme que ces individus s'apprêtaient à faire ce qui est dit par le journal. Une enquête est donc en cours pour en savoir davantage. Voici donc ce qui est des 3 sujets enrôlés ce matin au tribunal de l'actualité. Bienvenue à tous et à toutes. Partie de l'émission, les propos libres des juges au siège qui apprécient l'actualité. Je me retourne vers Bernard Bougma. Merci, président. Mon avant-propos, c'est un coup de cœur que je voudrais faire aux femmes de Boura dans le Passoré, qui, avec l'appui de certaines organisations, ont pu construire un bassin. Donc, un bassin de conservation des eaux de ruissellement, donc qui permet effectivement de faire l'irrigation, donc le complément pendant la période de poche, de sécheresse, mais aussi la production maraîchère et la pisciculture. Donc c'est maintenant que les femmes ont eu cette initiative de pouvoir effectivement réaliser une telle infrastructure. Je dis bien que c'est avec le soutien de certaines organisations, mais c'est déjà bien l'initiative effectivement de pouvoir penser à conserver les eaux. Je pense que on ne cessera jamais de le répéter. Ici, le problème que nous avons, c'est un problème de maîtrise des eaux. Donc, pas forcément des questions de technique ou bien de semences améliorées, mais aussi à la question de la maîtrise des eaux. Vous ne maîtrisez pas les eaux, vous ne pouvez pas élever conséquemment, vous ne pouvez pas produire conséquemment. Vous êtes obligé d'attendre les saisons de pluie et puis
il y a des spéculations que vous ne pouvez exploiter que quand il pleut. Alors que quand vous avez de l'eau, il suffit maintenant de l'adapter avec des nouvelles techniques et puis bon, la réalité du sol, et vous produisez comme vous voulez en saison de pluie comme en saison sèche. Donc, et maintenant, nous sommes en retard par rapport à cette maîtrise des eaux, alors qu'on a des eaux souterraines qu'on peut effectivement facilement gérer. Donc, je dis bravo à ces femmes-là, c'est une bonne initiative et en même temps, ça doit communiquer, c'est-à-dire ça doit inspirer. Voilà, donc je voudrais faire ce coup de cœur-là parce que l'initiative mérite d'être saluée, d'être félicitée. C'était ça mon avant-propos. D'accord, merci à vous de nous l'avoir partagé ce matin. Ça va être au tour de Geoffroy Vaha de nous partager son regard sur l'actualité ce matin. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner l'espace Schengen. Depuis hier, il y a un genre de réouverture et donc d'accès possible à cet espace-là. Maintenant, c'est seulement 15 pays hors Schengen dont les ressortissants peuvent entrer dans cet espace-là. Et parmi ces 15 pays, il n'y a que 4 pays africains. C'est le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et le Rwanda. Ils disent que s'il y a des critères qui ont milité pour que ces décisions-là soient prises, entre autres, avoir au moins une situation face à la pandémie donc de la maladie à coronavirus qui soit la même que l'espace ou dans une mesure moindre. Il parle de 16 cas pour 100 000 habitants. Mais quand vous regardez, on a beaucoup de pays africains qui, selon les chiffres officiels, devraient bien rentrer là-dedans. Donc ça traduit aussi le manque de confiance qu'ils ont dans les chiffres que nous proposons et qui nous sont partagés à chaque fois sur l'état d'avancement de la pandémie sous nos yeux. Et puis, il y a aussi que cette information partagée fait des grincements parce qu'il y a certains qui trouvent que c'est un genre d'injustice. Mais il faut préciser au moins que les résidents, c'est-à-dire dans cet espace, même si vous êtes burkinabé, vous êtes ici, si vous êtes résident, je prends un cas simple en France, vous pouvez rentrer. Maintenant, c'est les non-résidents, ceux qui veulent aller dans cet espace-là, c'est ceux pour qui ça sera compliqué s'ils ne font pas partie de ces 15 pays, donc dont les 4 pays africains. Mais il y a eu des réactions déjà. Il y a eu des réactions. Vous prenez un pays comme le Gabon, ils ont décidé de suspendre tous les visas tourisme qu'ils accordaient à ceux qui venaient de l'espace Schengen. Et le ministre des Affaires étrangères a justifié cette position-là par la réciprocité. Si vous ne pouvez pas nous permettre d'aller chez vous, nous n'allons pas vous permettre de venir faire du tourisme chez nous. C'est aussi simple que ça. Et ça a le mérite du courage, quoi qu'on dise. Et puis, on attend de voir ce que ça va donner. Lorsqu'on sait aussi qu'il y a un bon flux de déplacements entre les ressortissants de nos pays et ces espaces-là, d'autant plus que avec le confinement qui a commencé, je pense, en mars, 17 mars, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup qui attendent d'aller effectuer un certain nombre de travaux ou d'obligations. Voilà. Mais il faudra pour ces personnes-là attendre encore. Et ils ont promis que chaque 2 semaines, je pense, ils vont revoir un peu la liste des pays et tout ça. Donc c'est toujours d'une façon ou d'une autre un Schengen qui pour certains nargue un peu, même dans la question du coronavirus. Mais il y a une bonne réponse quand même gabonaise. D'accord. Merci à vous, à tous les deux, juges au siège de cette émission, le tribunal de l'actualité pour cette première partie. Vos propos sont souverains, c'est sans commentaire, sans débat pour cette première partie. Donc, alors, ensuite, pour ce qui est des sujets enrôlés, première affaire, on va parler des soupçons de déficit de transparence dans l'enrôlement des électeurs sur la liste électorale en cours de révision au Burkina Faso de la part du chef de file de l'opposition politique burkinabé, par ailleurs président de l'UPC. Zéphirine Diabré qui était donc à Saba dans le cadre d'une campagne de sensibilisation des populations quant à cet enrôlement-là. Alors, il dit exiger un audit international du fichier de la Commission nationale indépendante CENI avant les élections de novembre prochain. Il dit aussi être motivé de cette exigence par des soupçons et des informations qu'il croit détenir par devers lui de fraude de la part du parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP et ses partenaires au pouvoir, on va dire. Et donc, dans une vidéo qu'il a lui-même fait publier sur sa page Facebook et le site du parti, c'était dans la soirée du mardi
vendredi 30 juin et qui rend compte donc d'un extrait de sa rencontre avec les militants à Saba. Alors, on a la vidéo avec nous, on va vous la proposer en court instant, le temps de vous imprégner pour venir pour appréciation à cette émission, le tribunal de l'actualité. Encore en tournée pour voir l'état de l'enrôlement. Bon, sur le plan technique, la plupart des équipes de la CENI sont sur place. Nous n'avons pas constaté aussi de problèmes au niveau des machines. Bon, l'affluence est moyenne, si l'on peut dire. Donc c'est le lieu ici pour moi de continuer à lancer un appel aux citoyens donc, de se mobiliser et de venir massivement pour prendre leur carte d'électeur afin de pouvoir exercer donc leur devoir de citoyen le 22 novembre. Mais nous sommes inquiets par ce que nous entendons au regard de la fraude qui s'est développée à travers le pays. Cette fraude-là a pris l'allure, que vous savez, de transport des électeurs. Mais nous sommes aussi inquiets parce que nous soupçonnons d'autres formes de fraude. Nous soupçonnons que les gens, nous sommes MPP, a sans doute commandé d'autres machines, voilà, pour donner des cartes parallèles, pour pouvoir gonfler donc, le nombre de personnes qui vont aller voter. Donc ça, c'est une question qui nous préoccupe au plus haut point, que nous allons examiner. Mais dans tous les cas, tous ceux qui sont dans les secteurs et les quartiers, nous vous lançons un appel, il faut être vigilant. Si vous vous rendez compte que dans une maison donnée, ou quelque part, des gens à la queue le rentrent un à un, mouta, c'est qu'il se passe quelque chose, il faut signaler pour qu'on le sache. Voilà, ça nous sommes vigilants pour qu'on puisse leur mettre la main et les amener donc à la gendarmerie. Mais que ceux qui font ça là, qu'ils sachent qu'ils perdent leur temps, parce qu'avant que l'élection ait lieu, moi je vais demander un audit international des fichiers. Tant que ce n'est pas fait, il n'y a pas d'élection. Donc si ce point là, la fraude là, ils perdent leur argent. Parce que nous allons demander un audit international du fichier pour que les noms qui auront été frauduleusement introduits là, on puisse les sortir de là. Mais en attendant, il faut que vous soyez vigilants et que vous nous signalez toute tentative de fraude que vous avez vu dans votre quartier. Merci beaucoup. Voilà, à l'instant, c'était Zéphirien Diabré à l'issue donc de cette rencontre avec les militants de son parti au niveau de la commune de Saba, des fraudes massives en préparation à travers le pays, des machines qui seraient achetées par le pouvoir en place pour enrôler clandestinement des électeurs. Alors, ce sont les chefs d'accusation, les griefs en tout cas portés par le chef de file de l'opposition, par ailleurs président de l'UPC. Quel regard porté à cette sortie? C'est la principale affaire ce matin au tribunal de l'actualité. Ben Abougma, commençons déjà par cette tournée de sensibilisation des populations. Est-ce que vous sentez véritablement les acteurs politiques s'impliquer dans l'enrôlement des électeurs parce que tous notent une faible affluence de part et d'autre? Non, à Ouagadougou, mais il fallait s'y attendre. Dans les grandes agglomérations africaines, c'est la même chose. Il y a moins d'engouement pour la chose électorale. Les gens sont beaucoup plus sur les plateaux d'émissions, sur les réseaux sociaux, pour dénoncer une gouvernance, pour être au parfum de la nouvelle information de la cité, et même des informations dont vous n'avez pas idée. Mais maintenant, pour le reste, par rapport à la chose électorale, il y a moins d'engouement. Donc c'est vraiment les militants, je dis bien les militants qui s'intéressent à ces choses-là. Et puis bon, chaque homme politique qui est à Ouagadougou, en général, a un bastion qui est hors de Ouaga. Et donc c'est là-bas qu'il met le maximum, il met le paquet. Vous regardez les week-ends, chacun repart dans sa zone, part s'enrôler dans son village, et présente la photo. Et donc il y en a qui le font à Ouagadougou, bon, ce sont beaucoup plus les autorités officielles. Sinon, les autres hommes politiques qui députés, qui ceci ou qui cela, ou bien qui DG dans une institution ou bien dans un service de la place, préfèrent retourner chez lui. Donc ce qui fait qu'à l'arrivée, à Ouagadougou, il n'y a pas grand jeu. Et vous regardez, c'est parce que d'ailleurs la loi a durci les choses à ce niveau, mais les uns et les autres se convoyaient par centaines ou par milliers pour aller s'enrôler en province. Même en 2015, on a vu ces cas. Mais maintenant, comme la loi a changé, ce n'est plus possible. Sinon, on allait voir ces convois-là où les gens partent s'enrôler en province et puis reviennent. Donc, il y a une autre formule que, bon, certainement, ils ont trouvé avec la loi qui l'interdit pour pouvoir continuer de faire ce qui se faisait avant. Donc, la première conséquence, c'est ça. Mais il n'y a pas que Ouagadougou, hein. Même de l'intérieur, on a vu que ce n'était pas l'affluence des grands jours. Oui, mais à la réalité aussi, c'est que c'est une révision d'un fichier électoral. C'est une révision. Sont concernés
ceux qui n'avaient pas l'âge en 2015 et qui ont l'âge maintenant sont concernés. Ceux qui ont changé comme on appelle, qui ont déménagé, pour parler plus simple, et donc sont concernés. Ceux qui ont perdu aussi leur carte d'électeur. Donc, tout le monde n'est pas concerné. C'est une révision. Moi, si j'ai ma carte, je n'ai pas déménagé, ma carte est valable, je n'ai pas perdu, elle n'est pas altérée. À quoi bon encore aller laisser mon boulot, mais aller perdre mon temps encore pour un enrôlement alors que j'ai déjà ma carte? Non, ce n'est pas nécessaire. Donc maintenant, si vous voulez changer de bureau de vote, c'est-à-dire si vous, en fonction des réalités, parce que il y a des personnalités qui ont voté à Ouagadougou en 2015, et cette année, elles vont voter ailleurs, elles vont aller voter dans leur village. Parce qu'il y en a qui veulent devenir député, ils veulent devenir maire, conseiller municipal ou je ne sais pas moi. Et donc, il repart dans sa base. Donc, ces messieurs-là sont obligés de le faire. Ces hommes politiques également le font parce que c'est juste pour la pub. Sa carte d'électeur n'est pas altérée, il n'y a pas de problème, mais il faut montrer l'exemple en allant s'enrouler et puis faire une photo montrée. Donc, pour dire que je l'ai fait, ça a un caractère incitatif. Sinon, je dis bien c'est une révision, le nouveau potentiel qui est rentré après 2015 à l'évaluation, c'est combien? À telle enseigne que les bureaux de vote peuvent être plus à saut, il n'y a pas de place. Non, c'est pas possible. Donc la réalité, c'est que c'est une donne qu'il ne faut pas effectivement négliger. Donc ce n'est pas que les uns et les autres ne s'intéressent pas, mais il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer la situation. Oui, mais la réalité, c'est que véritablement la mayonnaise n'a pas encore pris. Et pour vous, est-ce que les acteurs politiques sont comptables de cette faible affluence devant les bureaux de la CENI? On est sur un terrain où c'est eux, on va dire de façon très claire, comme le disait même le président de la CENI lorsqu'il était invité ici, qui doivent faire le job pour que les gens viennent s'inscrire, parce que c'est s'inscrire pour faire un choix, voter entre eux qui devraient être à même de gérer la suite pour la présidentielle ou encore pour des territoriales, qui est à même de porter les aspirations de la région. Donc c'est eux qui doivent inciter les gens à venir. Ça, il n'y a pas. C'est d'abord c'est leur mission sur ce chapitre-là. Donc, lorsque on se rend compte qu'il n'y a pas d'affluence ou on se rend compte que ça traîne les pieds, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous vous rappelez sur la question des Burkinabés de l'extérieur, le débat était revenu. Non, la CENI a mis beaucoup de moyens et après, on voit que la moisson, elle est maigre. Le président a été clair, c'est pas... Nous, on met le dispositif, vous faites le job pour que les gens viennent s'inscrire. C'est cela la réalité aussi. Donc il y a peut-être à décrier pour ce qui est ou à regretter pour ce qui est des partis politiques, mais au fond, c'est eux d'abord les responsables. Mais comme disait aussi Bernard, et moi je pense que ça il faut le dire de façon claire, c'est une révision. Donc du coup, c'est pas forcément la même chose. Et puis vous vous rappelez la tournée, rien que la fin de semaine dernière, dans le Nord, notamment avec le président de la CENI, il y avait le ministre de l'Agriculture qui, au passage aussi, avait lancé un appel, puisque c'est un fils de la région, à ce que voilà, les fils de la région viennent se faire enrôler. Le président de la CENI partageait sa satisfaction, parce qu'au regard des chiffres déjà enregistrés à quelques jours après le lancement de la campagne. Donc, c'est pas partout qu'on a ce même constat triste là. C'est vrai que dans les grandes villes, les gens sont moins enclins à aller s'aligner, mais plus prompts à critiquer. Ça aussi, c'est une réalité. Mais je me dis, dans tous les cas, c'est d'abord la responsabilité des partis politiques. Hein. C'est ça la vérité. Et puis, il faudrait que petit à petit, on ait ça aussi dans le subconscient. C'est que c'est toujours bon d'avoir la possibilité de choisir. Et puis au dernier moment, on se décidera pour ceux qui sont des indécis jusqu'à la dernière heure. Mais c'est toujours bon d'avoir la capacité de pouvoir choisir. Et ça, c'est très important en allant déjà se faire enrôler. D'accord. Et donc, le président de l'UPC qui était à Sabah dans le cadre de la sensibilisation pour l'enrôlement des citoyens sur la liste électorale, il a exprimé des soupçons sur la question de la transparence et de la révision du fichier. Il dit, en tout cas, constater des fraudes, sinon des vérités de fraudes massives pour cette révision-là. Et il exige un audit international avant les élections. Sans audit, pas d'élection, a-t-il lancé. Alors, Bernard Bougma,
comment vous appréciez déjà cette posture du chef de file de l'opposition? Parce qu'il dit avec certitude, il a par dévalué des informations qui corroborent en tout cas ce qu'il a annoncé. Sans preuve, est-ce qu'on peut annoncer de telles accusations? Oh ben, il dit avoir des preuves. Dès lors qu'il dit avoir des preuves, ça change effectivement la donne. Maintenant, il faut remarquer aussi que ce n'est pas la première fois, parce qu'en 2015, les 2 cas de tentative d'établissement de cartes d'électeurs, dont le premier cas a été découvert à Ouaga 2000, le deuxième cas à Ouaga Rinter, ces cas ont été également sous l'impulsion de l'UPC. Donc, devant la justice burkinabé, l'UPC ne s'était pas constituée partie civile, elle dit qu'elle était seulement dénonciatrice. Donc, la suite aussi, on la connaît. Donc, cette année encore, c'est l'UPC encore qui donne le ton. Donc, avec, selon ce que le président de l'UPC a dit, des preuves, et donc il détient par devers lui naturellement ces preuves. Et c'est ça qui est très important, très intéressant de savoir qu'il veille au grain, il a des preuves, et qu'est-ce qu'il va en faire? Naturellement, il demande la collaboration des autres, des uns et des autres. Mais ce qu'on voudrait solliciter à M. Diabré, c'est d'aller plus loin. En brandissant ces preuves, même s'il ne faut pas les étaler sur la place publique, il y a une procédure effectivement à pouvoir le faire. D'ailleurs, dans l'affaire Tranquillos, il a déposé une plainte. Et donc, dans cette affaire aussi, on s'attend à ce qu'une plainte en bonne et due forme puisse être déposée, parce que si à ce stade, déjà encore se donne un tel jeu, bon, c'est très inquiétant pour notre démocratie. Donc, c'est bien de faire effectivement ces aveux, mais l'encouragement, c'est de poursuivre et d'aller jusqu'au bout. Donc en 2015, ils ont juste dénoncé, mais cette fois-ci, il y a des preuves tangibles et il faut y aller. L'autre aspect qui est intéressant dans sa sortie, c'est quand il dit que lui-même, il va demander l'audit. Ça, c'est bon, parce qu'effectivement, la loi permet que, les dispositions permettent que les acteurs puissent demander effectivement commanditer l'audit. Ça peut être à l'initiative de la CENI, comme cela a été en 2015, parce qu'en 2015, Maître Barthélemy Kéré avait demandé l'audit du fichier, donc l'OIF est venu à auditer le fichier. En 2000, et en même temps, les acteurs, donc que ce soit le gouvernement, la CENI ou les partis politiques, qui sont également membres de la CENI, peuvent demander cet audit-là. Et lui-même, il dit qu'il va demander, et ça c'est une chose également qui est très bien. Et donc, il dit, sans audit, pas d'élection. Mais moi, la question que d'ailleurs je me posais, c'est est-ce que la CENI n'avait pas prévu? Parce que si ce n'était pas prévu, bon, là aussi, il faut se poser des questions. Aujourd'hui, les uns et les autres s'attendent à ce que le fichier soit audité pour garantir déjà la sincérité du fichier, la transparence du fichier, avant même déjà d'aller aux élections. Et c'est une étape qui est très bien. On se rappelle ce qui s'est passé en Guinée, où l'audit du fichier par les experts de l'OIF, ce que l'audit a révélé, et il y en a qui n'existaient plus, qui sont sur le fichier. Il y en a qui n'étaient pas en âge de voter, qui y sont. Il y a l'écart, même d'ailleurs, est très grand sur les chiffres, les identités suspectes au niveau de la Guinée. La conséquence, on la connaît, c'est une Guinée qui dit qu'elle va se conformer. Mais bon, voilà quoi. Elle est passée outre. Mais l'audit a révélé effectivement des grosses choses qui, à un moment donné, étaient enfouies. Voilà. Donc, je dis bien que ça va m'étonner que notre CENI ne demandait pas l'audit. Mais il y a un coût. D'accord. On reviendra sur le crédit accordé aux audits internationaux. Alors, je ferai un fichier parallèle en préparation dans certaines officines. Est-ce pour vous une stratégie d'un homme politique pour jeter le discrédit sur un adversaire politique, ou bien ce sont des accusations à prendre avec tout le sérieux qu'il s'y est? Venant de Zéphirin Diabré, je pense que c'est des choses qui valent leur pesant. Et donc, il faut prendre cela avec... il faut le voir avec beaucoup d'intérêt. Parce que n'oublions pas que c'est des acteurs majeurs aussi de ce processus-là. Et puis, pour moi, contester, et ça c'est une réalité, le fichier électoral, c'est contester aussi par avance toute la dynamique, toute la machine, le processus électoral. Et donc, par ricochet, les résultats qui vont venir après. Et ça, c'est source de conflit. Et donc, lorsqu'on peut régler cela, autant le faire, parce que ça renforce la confiance et des acteurs premiers qui sont les partis politiques et des autres acteurs majeurs qui sont aussi ceux qui vont aller voter en un processus qui, à la fin, devrait être celui qui traduit toute la volonté d'un peuple
tout le choix d'un peuple sans qu'il y ait eu dans le procédé jusqu'à la fin quelques perditions. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Donc, renforcer pour moi cette confiance-là, il ne faut pas s'en faire l'économie. Et lorsqu'il jette un pavé dans la mare comme ça pour dire j'ai des éléments qui concourent à démontrer qu'il y a une fraude qui s'organise, je crois que c'est dans l'intérêt aussi de la CENI de montrer patte blanche. Bernard le rappelait tout à l'heure, en août 2015, on avait des élections aussi en novembre. C'était novembre 2015. Aujourd'hui, nous sommes en juillet. On aura des élections en novembre 2020. Donc, c'est pas une question même de timing. En août 2015, il y a eu cet appel de la CENI à expertiser, à auditer le fichier électoral. Et c'est l'OIF qui avait été sollicité. On se rappelle du général Sangaré qui était venu du RICEF, et puis du Congolais Système Malonda, je crois son nom, et qui est des experts en biométrie, qui ont travaillé pendant quoi? C'était une dizaine de jours. Et après, on a la confiance renouvelée en un processus de façon générale, et puis tout le monde est apaisé, et puis on continue. Ou bien ça donne aussi des éléments à la guinéenne, et puis on s'interroge, et puis on demande de régler un certain nombre de problèmes. Il y a eu le cas malien, il n'y a pas longtemps, c'était en février. Sur la question du fichier, ils avaient d'énormes doutes. Et là, pour eux, ce n'était pas un audit si externe que cela, parce qu'il y avait des experts, je pense au nombre de 3, qui étaient venus d'ailleurs, mais il y avait les organisations associatives civiles maliennes, il y avait les partis politiques maliens, des experts qui ont travaillé sur ce fichier-là pendant, je pense, c'était 5 jours pour eux. 5 jours, et puis après, bon, le débat, il a été dépassé, parce que tout a été élagué. Donc, pour moi, il ne faudrait pas se faire de faux procès, d'intention et tout. Le plus important, c'est de renforcer la confiance en un fichier, par ricochet en un processus, et à la fin, la confiance a des résultats qui vont venir. Et il ne faut pas s'en faire l'économie. Donc, comme vous le dites tous les deux, on sait que traditionnellement, la contribution au panier commun élection s'accompagne souvent de l'exigence d'un audit externe de la part des institutions internationales. Comment vous comprenez aujourd'hui que ce soit le président de l'UPC, par ailleurs chef de file de l'opposition, qui porte cette question comme si elle était extraordinaire? Elle n'est pas extraordinaire, mais elle est essentielle. Que ce soit lui ou d'autres personnes, c'est lui le chef de file de l'opposition politique. Peut-être que là... Non, la culture de l'audit, vous dites. Oui, mais là, je veux dire, la question de l'audit, elle ne sert pas que l'UPC. Elle sert l'opposition dans son entièreté, elle sert aussi la majorité, parce que quand on entend ces propos-là, n'oublions pas aussi qu'il y a le camp d'en face, en filigrane, qui est accusé. Quand on dit qu'il y a des tentatives de grossir le fichier avec peut-être des personnes qui légalement ne devraient pas y être, ou bien des votants fictifs et tout, ce n'est pas à l'honneur de la majorité, parce que c'est elle qui est pointée du doigt directement. Et je pense qu'il ne faut pas aller avec des germes de doute, des germes de fracture possible, alors qu'en 10 jours, en une semaine, on peut régler et puis passer à autre chose. Je pense que ça, c'est très important. Et puis, on a aussi, quoi qu'on dise, une actualité qui ajoute de l'eau au moulin à ce que dit le chef de file de l'opposition politique. Il y a des gens qui ont été déposés. Il y a des gens qui ont été déposés parce que, n'ayant pas respecté les règles en la matière, pour ce qui est de permettre aux gens d'aller se faire enrôler, on ne les transporte pas. Donc, lorsque vous avez beaucoup d'éléments de ce genre, ça ne renforce pas la confiance autour du processus. Donc, si on a, pour moi, un élément qui vient un peu apaiser les choses, fut-il un audit, je pense que c'est très intéressant. D'accord. Bernard, revenons à cet audit international qu'on présente souvent comme une panacée. Dans certains pays, on a vu que même cet audit international fait l'objet de contestations de la part de certains acteurs politiques. Est-ce que véritablement c'est une solution, c'est une chose à laquelle il faut s'accrocher véritablement? Oui, je dis, les pays se prononcent en fonction de ce qui les arrange. Donc parfois aussi, il y a un manque de sincérité au niveau des acteurs. Sinon, le travail se fait sur la base d'un certain nombre de normes. Est-ce que ces conditions sont respectées, oui ou non? Est-ce que ceux qui se sont inscrits sont en âge de voter? Est-ce qu'ils vivent
Est-ce que, je pense que c'est tous ces éléments-là. Quelles sont les pièces qui sont utilisées pour l'enrôlement? Mais il y a des pays où c'est par témoignage. On dit que monsieur il a l'âge de voter. Il peut en écrire. Monsieur Sangaré, le général Sangaré qui a conduit la mission l'a dit. Le Burkina est l'un des rares pays où, sur le plan état civil, il n'y a pas de reproche. Ça, il l'a dit. Parce que c'était avec la CNIB, l'acte de naissance, et puis le passeport. Mais aujourd'hui, l'acte de naissance est éliminé. C'est-à-dire qu'on a fait un grand pas en avant. Il s'agit de... Si on jette un coup d'œil sur les résultats de l'audit de 2015, mais le Burkina a été très en avance sur un certain nombre de choses par rapport à la qualité du fichier électoral. Et donc, c'était un grand bond. Donc, le reste, c'est maintenant de capitaliser. Et ce qui manquait, c'est comment est-ce qu'on radie de la liste ceux qui sont décédés. Il y avait cette équation-là qui était effectivement là, qu'il fallait résoudre. Donc, c'était une limite sur le plan de la logistique, mais aussi sur le plan humain. Mais c'est beaucoup plus des questions de logistique. Et donc, il y a ces résultats-là qui avaient effectivement été donnés. Mais quand ça n'arrange pas le pays en question, les uns et les autres vont dire ce qu'ils veulent. Sinon, ils avaient mis, comme on appelle ça, tout le monde d'accord. Donc, parce qu'ils disent qu'il y a 71% des inscrits l'ont été sur la base de la CNIB, 21% sur le jugement supplétif d'acte de naissance, 7% avec la carte consulaire suivie du passeport. Ce qui minimise les marges d'erreur. Tout comme se sont-ils félicités du niveau de fiabilité de l'état civil au Burkina, contrairement à des pays où des inscriptions se font par témoignage. La fiabilité de l'état civil au niveau du Burkina. J'ai dit on a fait un grand bond en avant parce que même l'acte de naissance a été éliminé. Maintenant on a votre photo sur le document, alors que l'acte de naissance on n'a pas votre photo. Mais déjà à ce stade-là, on avait été félicités. Et donc, ils sont allés... Et sur le plan, comme on appelle ça, réglementaire, ils disent que le respect des standards internationaux, la complétude et la facilitation d'exploitation, la pleine responsabilité de la CENI dans la gestion et la conservation du fichier électoral. Et puis, au plan opérationnel, elle a souligné que les kits d'enrôlement, qui sont les mêmes kits-là, contenaient déjà les données du fichier d'état civil, un système efficace et fiable de sauvegarde des données au moment de l'enrôlement, un déploiement d'au moins un dispositif d'enrôlement dans chaque village secteur et la publication du fichier par affichage, site web et SMS. Je ne vais pas passer mon temps à réciter ce qui a été donné comme qualité de notre fichier électoral. Il y avait eu des faiblesses qui ont été pointées du doigt, mais c'est comme je l'ai dit, le problème d'archivage, et puis le problème de comment on enlève ceux qui n'avaient pas, qui sont décédés, mais aussi l'inscription des jeunes de 18 à 22 ans qui était très faible. La faible qualité des photos, ça aussi on l'a vu. Si vous prenez votre carte d'électeur, la qualité de la photo n'était pas bien. Mais ils disent que on peut au moins vous identifier, même si la qualité n'est pas très bien, c'est suffisant pour être identifié. Nous tous on a fait les cartes d'électeur, vous regardez effectivement, la qualité de l'image elle n'est pas très nette. Mais vous savez que c'est vous, et la personne qui regarde aussi sait que c'est vous. Et donc, on a en 2015 déjà capitalisé sur le plan logistique, sur le plan humain, sur le plan organisationnel. Ce qui restait, c'est capitaliser et puis aller de l'avant. Et donc, c'est sur cette même base-là, et sur ce même rail que la CENI actuelle travaille. Et du reste, certains acteurs de cette même CENI ont été des collaborateurs, directs ou indirects, de la CENI dirigée par Maître Barthélemy Kéré, parmi lesquels figurent certains commissaires et certains membres de l'administration du processus électoral en cours. Donc, je dis bien, il y a des données quand même sur lesquelles il y a un minimum de fiabilité et de sincérité. Mais maintenant, quand les choses sont conduites par les hommes, il y a toujours des faiblesses et c'est en ce moment que l'audit est nécessaire. J'ai dit, ça va me donner qu'à ce stade, Newton Ahmed Bari, qui tient à la transparence et à la qualité du scrutin, naturellement, c'est tellement que dans un coin de la tête, au niveau de la CENI, c'est des choses qui sont en voie. Et puis l'OIF assiste les uns et les autres. En 2015, ça a même été précisé, la CENI a fait la demande, mais les experts ont été pris en charge par l'OIF. Parce que c'est un coût. Il faut déplacer des personnes qui vont venir. Et ça fait ils ont mis une dizaine de jours pour faire le travail, loger, et puis bon, faire des rencontres, ça demande de l'argent. Donc je pense que ce travail-là, effectivement, va le faire. J'ai dit, mais ce qui est important, c'est le fait que les partis politiques peuvent demander eux-mêmes, effectivement, cet audit-là. Mais maintenant,
L'autre aspect, l'autre révélation de la sortie de M. Diabré, ce sont les machines parallèles. Les machines parallèles ne mettent pas seulement, ne jettent pas le discrédit sur un parti au pouvoir seulement, mais éveillent aussi des soupçons vis-à-vis de la CENI. Moi, j'ai ma machine avec mes données, vous avez votre machine avec vos données. Pour que vos données puissent se retrouver dans ma machine et être insérées dans mes données, il faut qu'il y ait une bonne complicité entre nous. Évidemment. Parce que pirater le système, aller jusqu'à pouvoir insérer ces listes et puis les faire valider au niveau des bureaux de vote et tout, avec les différentes choses, comme on appelle ça, avec tout ce que cela implique comme travail de génie à faire. Si vous n'avez pas une bonne logistique et de la ressource humaine, vous ne pouvez pas le faire. Et 2, s'il n'y a pas une complicité, comme on appelle ça, interne, à un certain niveau de la CENI, ça ne va pas être possible. C'est difficile, mais ce n'est pas dans l'ordre de l'impossible, Bernard. J'ai dit, j'ai posé des conditions pour que ça se passe. Si ces conditions sont réunies, oui. Vous avez relevé les difficultés, mais ce n'est pas impossible. Mais je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. J'ai dit c'est possible à telle condition, sinon ce n'est pas possible. Pour que de mon ordinateur, j'accède, comme on appelle ça, pouvoir insérer les fichiers. Parce que ce n'est pas seulement le fichier. Il faut identifier le bureau de vote de la personne. Donc c'est un travail, j'ai dit bien de génie, mais si vous n'avez pas une bonne complicité, ça ne va pas marcher. Au Gabon, ça a été tenté, non? Mais ça a été révélé. Le proche d'Alassane Ouattara, qui a été épinglé quand Ali Bongo s'est fâché, et Alassane qui l'a démis de ses fonctions. La suite, on la connaît, mais c'est dû à ce sont des intrusions pareilles qui ont provoqué ça. Mais ça a été révélé. Donc je pense que l'organisation interne, pour que ces choses-là puissent avoir lieu, ça va être très difficile. Je n'ai pas dit, parce que quand c'est des hommes qui le font, on pirate des banques, on pirate des présidences, on pirate des entreprises à partir des données informatiques, c'est possible. J'ai dit c'est possible. Mais maintenant, ça demande un travail d'intelligence et une certaine complicité à un autre niveau. En tout cas, la CENI jure la main sur le cœur que ces informaticiens sont très aguerris. Il y a des intrusions, mais c'est toujours bloqué. Donc, avec cette expérience qu'on a depuis 2015 jusqu'à maintenant, je pense qu'on doit pouvoir faire mieux en termes de qualité. Du reste, la CENI comme on appelle ça, a une clarification à faire par rapport à cette situation parce qu'elle est très attendue. Mais aussi rassurer les Burkinabés que ce n'est pas possible de pouvoir pirater son système, mais aussi M. Diabré doit aussi pouvoir aller jusqu'au bout avec tous ces éléments. On retiendra que les différents acteurs ont un défi de transparence et de garantie donc d'une élection apaisée au Burkina Faso. On attendra de voir l'onde de choc de ces accusations portées par l'UPC et son président. Merci déjà à tous les deux pour cette première partie de l'émission. On va, si vous convenez, à moins que vous ayez une autre réaction sur la question, parce que vous me regardez avec... vous avez une... Non, c'est vrai qu'il y a un aspect sur lequel on n'a pas mis beaucoup plus l'accent. C'est que l'erreur, elle est humaine, c'est vrai, mais l'accusation d'une fraude structurelle, ça, c'est quand même assez important à relever, parce que parler de machines parallèles, je pense que c'est des éléments qui sont très forts, parce que ça met en cause directement la CENI dans son organisation et dans sa probité. Et ça, c'est peu que de relever ce point-là. Maintenant, impact, comme vous le disiez, pour l'impact, on attendra de voir ce que ça pourrait donner. Mais n'oublions pas aussi que lorsqu'on parle de la CENI, ce n'est pas la personne seule de Newton Ahmed Barry. Même je pense que Zéphirin Diabré qui parle, il a bien ces éléments dans cette CENI-là, qui est un homme en second d'ailleurs de Newton Ahmed Barry. Donc c'est de toute une machine à laquelle eux aussi participent. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Oui, et il faut également ajouter qu'en 2015, quand le coup d'État a eu lieu, les justifications du coup d'État, il y a des justifications qui ont été prises sur les tentatives de fraude. Dans la déclaration, ça a été aussi pris en compte. C'est-à-dire que pour ces personnes... La vérité serait en préparation. Non, pour ces personnes, nous avons fait aussi le coup d'État parce qu'il y a des gens même qui veulent tricher. Et donc, quand quelqu'un affirme qu'il y a des velléités de tricherie, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une affaire qui doit être prise au sérieux par toute la classe politique, par la CENI et l'ensemble des parties prenantes, parce que quand des gens font un coup d'État et l'ajoutent comme argument, ce ne sont pas aussi des détails à négliger. Et du reste, M. Diabré était clair, s'il n'y a pas d'audit, il n'y a pas d'élection. Et donc,
c'est le chef de file de l'opposition, donc la deuxième force du pays le deuxième force politique du pays qui s'exprime, et ce sont des éléments à prendre au sérieux, comme l'a dit Jouffra, parce qu'il y a aussi la crédibilité, la sincérité de la CENI qui sont en jeu dans cette affaire. D'accord, donc c'est toute la classe politique et l'ensemble des Burkinabés qui sont interpellés dans cette affaire. Merci à tous les deux. On va maintenant parler de Tanwal Bougou qui est à nouveau sous les feux des projecteurs au niveau du Burkina Faso. On apprend que 7 corps d'individus morts par balle auraient été découverts à la lisière de la localité de Tanwal Bougou. Et on a vu la réaction aussi du ministre de la Burkinabé de la Défense qui a assuré que si les éléments donc des forces de défense et de sécurité étaient impliqués dans cette situation, ils répondraient directement de leurs actes. Et puis on apprend aussi qu'une enquête administrative a par conséquent été ouverte par l'inspection générale des forces armées nationales et à travers le communiqué qui nous a été partagé. Et on sait aussi que le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés a pour sa part déjà attribué donc la mort de ces 7 personnes aux forces de défense et de sécurité qui les auraient auparavant enlevés, et puis par la suite on a retrouvé leur corps à la lisière donc de la localité. Quel jugement porter à cette nouvelle situation de tension dans cette localité? C'est la deuxième affaire du tribunal de l'actualité du jour. Commençons par Jouffra Baha, une question assez délicate, de nouvelles tueries à Tanwal Bougou. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire pour commencer? D'abord, c'est s'incliner devant ces personnes-là qui sont là, ces personnes qui ont disparu. Parce que, quoi qu'on dise, c'est des Burkinabés. Et puis, l'évocation même seulement de Tanwal Bougou, vous vous rendez compte que à chaque fois, c'est tuerie. Et ça interpelle. Ça interpelle au plus haut niveau. Et ça met très mal à l'aise. Ça met très mal à l'aise parce que c'est une communauté. Lorsqu'à chaque fois nous avons donc des informations, c'est une communauté qui est ciblée, qui est visée. Et déjà que pour la dernière affaire qui a fait des gorges chaudes, et on a vu le point de presse qui a obligé aussi le procureur à sortir et à donner des éléments. Et on a vu des témoignages et des éléments qui ont été donnés qui sont en contradiction parfaite, et que jusqu'à aujourd'hui on n'est pas forcément le clair mot de tout ça. Quand à ce qui dérange ainsi, d'autres morts viennent s'ajouter, c'est pas de nature à rasséréner, c'est pas de nature à se dire qu'à un moment donné, est-ce que les choses vont changer? Les choses ne sont pas en train de changer, au contraire, elles sont en train de s'empirer. Et à chaque fois, c'est aussi les mêmes réactions. Si c'est nos hommes, on va prendre toute la mesure et on fera ceci, on fera cela. Si c'est. Mais il y a des cas déjà qui sont passés. Que révèlent les enquêtes qui sont faites? Et puis, dans quels moyens on met pour qu'il y ait une certaine célérité aussi, ça c'est très important, pour qu'on corrige les choses très rapidement. Et ça, tant que ce n'est pas fait, ça mettra toujours mal à l'aise. On dira, on verra dans nos rangs, si ça vient de nous, on va régler. Ok? Mais demain, on entendra encore parler de cela, on dira, si on va régler. Et pendant ce temps, il y a un sentiment qui est en train de naître. Il est déjà né même, mais qui est en train de grandir. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est vraiment dangereux. Et il y a aussi, vous parliez du CISC tout à l'heure, il y a aussi ceux qui défendent cette communauté-là, qui, dès qu'il y a, comment dire cela, des événements pareils, qui aussi à côté font un travail d'investigation, qui vont rencontrer les familles et qui portent aussi à l'opinion publique les résultats des travaux qu'ils ont eu à faire, des enquêtes qu'ils ont pu mener et qui viennent le reverser. Et quand vous écoutez et qu'après l'officiel vient vous donner une version qui est aux antipodes, ça ajoute du flou au flou et c'est à ne rien comprendre. Mais pendant ce temps, on comptera encore des morts. Il y a un sentiment qui est en train de grandir, qui n'est vraiment pas intéressant. Et pour moi, il y a une justice aussi qui doit travailler, qui doit mettre tout le monde à l'aise. Et ce que je dis, c'est vraiment symptomatique de la situation.
C'est-à-dire, vous ne réglez pas un problème, vous n'en avez même pas le temps d'en arriver à l'élaguer, qu'il y a un autre problème similaire qui vient se poser. Et les réactions sont toujours les mêmes. Vous vous en disiez. Et d'autant plus que le sujet, il est sensible. Extrêmement. Extrêmement sensible. Et à chaque fois qu'on l'enrôle ici, vous ne savez même pas par quel bout le prendre. Parce qu'il s'agit d'une communauté. Et c'est peu que de dire. Moi, j'ai lu un écrit sur les réseaux sociaux. Je me dis qu'on l'attribue au président de la CENI avec raconter une scène, mais vous regardez, ça fait un peu froid dans le dos. Personne ne peut vivre dans la peur chaque jour qu'on vienne l'enlever, lui ou l'un de ses parents. Et à chaque fois, on ne sait jamais qui. Il y a un problème. Alors, Benabouma, Geoffroy fait bien de le relever. C'est au forceps véritablement que j'ai enrôlé ce sujet. Tant, va-t-on dire, le malaise pour l'aborder est réel. Mais comme il a relevé aussi, c'est toujours la même communauté qui est visée, notamment dans cette partie de Burkina Faso, à Tanwalbougou, et toujours également les forces de défense et de sécurité qui sont pointées du doigt. Quel est votre commentaire? Ce n'est pas seulement le malaise pour l'aborder, il y a plusieurs implications. Il y a la question de la distance, mais aussi qui ne dit pas la vérité et qui est réellement coupable et s'auto-victimise ou qui manipule qui. Il y a ces éléments qu'il ne faut pas perdre de vue parce que nous sommes dans un contexte de guerre asymétrique où tous les moyens sont employés et tout est mis à la disposition des uns et des autres. Donc, je dis qui dans cette affaire n'est pas clair, pour parler comme l'homme de la rue, ça c'est effectivement la difficulté à démêler l'ivraie du bon grain. Maintenant, vous avez des forces de défense et de sécurité qui sont entraînées pour faire un boulot, pour protéger des populations, pour défendre aussi une nation. Et donc, alors, je pense que ce sont des éléments qui sont aussi très importants. Maintenant, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la situation est tellement complexe que c'est facile de déterminer les hommes armés non identifiés. C'est très difficile, d'identifier les hommes armés non identifiés, mais c'est facile d'identifier ceux qui ne vivent plus, qui ont été soit victimes des hommes armés non identifiés, ou des gens aussi peuvent être effectivement exécutés à tort ou à raison et identifiés comme des hommes armés non identifiés. Donc, dans ce contexte-là, vous ne savez plus qui est réellement coupable, qui est complice ou pas. Mais comme nous sommes dans un cadre républicain, avec un dispositif juridique qui va avec, donc qui passe par la protection aussi de la vie humaine, je pense que c'est là où tout le débat se retrouve. Donc c'est pas bien qu'en voulant effectivement faire justice, on crée de nouvelles injustices. Parce que ces victimes injustes peuvent constituer également le lot d'une spirale de violence ou de règlement de comptes à n'en pas finir. Et donc nous risquons de tomber effectivement dans un cercle vicieux si on n'y est pas déjà. Voilà. Parce que vous prenez des gens soupçonnés à tort ou à raison, il n'y a pas eu de jugement et après on les retrouve et puis ils ne vivent plus. Alors c'est des gens qui ont été identifiés comme portant, comme on appelle ça, des hommes armés. Parfois, c'est des gens qui viennent en tenue militaire burkinabé et tout, ou bien en tenue militaire, et puis bon, après, le forfait est commis. Sauf que quand on prend aussi certains hommes armés non identifiés, dans les malles se retrouvent aussi des tenues, parce que la dernière fois, il y a eu la présentation d'une prise, d'ailleurs également à Tanwalbougou, mais quand on regarde la logistique, vous avez aussi des tenues militaires. Vous avez aussi des tenues militaires là-dedans. Et on sait aussi que ceux qui collaborent parfois avec les forces de défense et de sécurité sont la cible des hommes armés non identifiés. Sauf qu'ici, il y a beaucoup de précisions qui ont été données. C'est des gens qui ont été pris, enrôlés, comme on appelle ça, forcés de rentrer dans des pick-up, des proches ont tenté de s'opposer, et puis le véhicule a démarré, puis bon, la suite on la connaît. Donc il y a quand même eu une identification formelle de ce qui s'est passé, parce qu'il y en a qui les décrivent sur leur page Facebook. Et donc l'interpellation, c'est à la hiérarchie militaire, c'est à la hiérarchie judiciaire, effectivement, de faire
de travail d'investigation. L'autre n'est pas, les plaies de l'autre ne sont pas encore suffisamment pensées. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé parce que bon, les enquêtes se poursuivent et puis il y a une nouvelle affaire dans l'affaire. Maintenant, Tango Bougou semble être un peu ce qu'est le Arbinda de l'autre côté, où il y a l'objet de toutes les convoitises, où il y a aussi, c'est l'antre de la manipulation à outrance. Et donc, sur fond de terrorisme, on exécute des gens. Et parfois aussi, on exécute pour plusieurs autres raisons. Donc, c'est difficile de démêler le vrai du faux. Mais il y a deux entités qui sortent toujours. C'est l'entité officielle, mais aussi c'est le CISC qui sort. Et c'est toujours avec les mêmes éléments de langage, avec les mêmes éléments de lecture. Alors, on promet une enquête administrative de la part de l'inspection générale des forces armées nationales. Faut-il s'attendre à grand chose quand on sait que dans l'affaire précédente, les populations ont fini par se décevoir, on va dire, des résultats qui ont été partagés par les procureurs? Oui, mais souvent le souci dans ce type de situation-là, c'est qu'on ne sache pas à la fin ce qui s'est vraiment passé. Mais à la fin, quand X ou Y rentre, il ne retrouve pas son parent chez lui à la maison parce qu'il a bien enterré son parent. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous ne le savez pas, c'est difficile même de faire un deuil. Et en plus, quand vous avez des éléments de réponse, parce que c'est devant vous qu'on l'a enlevé, et qu'on vous dise on ne sait pas ce qui s'est passé à la fin. Parce que n'oublions pas que on parle de 7 morts aujourd'hui, mais avant c'était 12 qu'on a bien arrêtés et qui sont mortes. Ça, il y a un souci. Ça, il y a un gros souci. Et aujourd'hui, il y a la formule d'une opération et on découvre 7 cadavres. Il y a trop de questions. Et je dis, il y a une justice qui doit aussi peut-être aller avec une certaine sévérité sur ces dossiers-là. Parce que dire qu'on va faire une enquête administrative, s'il y a des fautifs, on va faire ceci, on va faire cela. Le répéter, ça, à un moment donné, ça n'a pas une bonne odeur, tout ça. À un moment donné, ça ne devient pas sérieux, tout ça. Et à un moment donné, il y a un repli. Il y a... ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément de venir vous taper et partir. Vous-même, ça vous suffit, vous le faites déjà assez bien entre vous. Et les clivages commencent à s'approfondir. Et ça joue pleinement le rôle du terroriste. Mais si on ne peut pas, à travers les moyens qui sont mis, et puis une certaine indépendance donnée dans les enquêtes, si on n'arrive pas à avoir cette célérité-là, pour qu'au moins on ait des responsabilités fixées, parce que pour pouvoir comprendre que ça se fait, il n'y a pas de responsable. À chaque fois, il n'y a pas de responsable. Vous voulez que les gens pensent quoi à un moment donné? C'est ça le fond. Et chaque matin, on est là, on se dit, on peut venir me prendre, on peut venir prendre mon petit frère, on peut prendre mon papa. Vous ne pouvez pas vivre dans une atmosphère pareille. Et puis, vous dites, mais attends, je suis burkinabé au même titre que les autres. Pourquoi quand ça m'arrive, il n'y a jamais de responsable? C'est-à-dire, tant qu'on sera dans cette situation, ça sera difficile. Et ça, je dis, c'est délicat et c'est très sensible. Et pendant ce temps aussi, n'oublions pas que il y a... On cherche à savoir qui est responsable, mais il y en a qui font des enquêtes et qui disent, voilà le responsable, voilà les éléments qu'on a. Donc ça met vraiment mal à l'aise. Bernard Bougouma, ça va être peut-être la dernière question. La récente sortie du président du Faso sur la question, il avait laissé entendre sa position, en tout cas sa vision sur quant à résoudre cette question cruciale. Il dit qu'il faut éviter la stigmatisation communautaire, il faut aussi éviter le repli ethnique et autres. Alors, pour vous, comment on peut résoudre véritablement cette équation-là qui a été partagée par le président du Faso? Non, les questions de repli identitaire et de stigmatisation datent d'aussi longtemps qu'il y a des hommes sur terre. Donc, d'où le racisme qui continue jusqu'à présent. Et donc, ça va avec les sociétés. Ça a toujours été combattu. Maintenant, c'est pas en fonction de l'évolution de la société, nous sommes en plein pied dans une telle situation. Souvenons-nous qu'en 2015,
juste après, 2016, après les attaques terroristes du restaurant Cappuccino. Mais Simon Compaoré, qui venait d'être nommé au poste de ministre de la Sécurité, était obligé rapidement de sortir un communiqué pour rappeler que la stigmatisation est punie. Parce que les uns et les autres avaient commencé à stigmatiser automatiquement toutes ces personnes qui ont des peaux apparentées, des peaux blanches ou apparentées au teint des Touaregs. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Cette stigmatisation avait commencé et du peu, quelqu'un a failli être lynché dans les environs du Grand Marché, a été sauvé in extremis par la police. Ça, on se rappelle. Donc, en fonction de l'évolution de la situation, oui. Avec la décentralisation, vous allez dans les communes, il y a le repli communautaire, le repli identitaire. Onko Roger Bemaoun avait fait un travail très éloquent sur cette affaire de repli identitaire, de repli communautaire et la stigmatisation, la discrimination. Dans le processus même déjà de la décentralisation dans certaines localités du Burkina Faso, où des Burkinabés sont déjà taxés d'étrangers et tout, ça, c'était déjà des signes avant-coureurs. Maintenant, la question terroriste est venue davantage renforcer de ce sentiment-là. Ce qu'il faut faire, il faut de la sincérité, il faut une justice qui s'assume, et il faut aussi des uns et des autres qui soient effectivement conséquents. Et donc, pas d'a priori. En fait, ce sont les a priori qui créent les problèmes. Pas d'a priori que c'est toujours nous les victimes, mais pas d'a priori que c'est eux les coupables et nous les gentils. Et quand on est dans une telle situation, naturellement, ça va être difficile effectivement à pouvoir gérer. Et donc, je pense qu'il est... Mais ce qui peut régler les choses, c'est les questions de justice. Mais vous savez que les questions communautaires, vous sanctionnez quelqu'un déjà, pour ces questions-là, toute sa communauté s'élève et dit, bon, ils sont contre nous. Donc c'est très délicat, mais il y a aussi la sincérité des uns et des autres qui doit prévaloir. D'accord, on attendra les résultats des enquêtes promises pour revenir sur cette affaire. Merci déjà d'avoir donné votre lecture. La sagesse africaine nous apprend que quand la pluie vous bat, il est absurde de vous battre entre vous. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. On vous retrouve demain pour la dernière convocation du tribunal de l'actualité. Au revoir.